Dégage! Le hurlement de Gérard Roussel déchira le silence du hangar comme une explosion. Sa main massive s'abattit sur l'épaule de Léa avec une violence qui lui coupa le souffle. Elle bascula en avant, ses bottes de sécurité trop grandes perdant toute adhérence sur le métal graisseux de la chenille du Caterpillar désisté. 22 ans, 1,65 m, 54 kilos mouillés, contre 195 centimètres de muscles, de rage et de certitude masculine. Je t'ai dit de descendre de mon tracteur. La seconde poussée fut plus brutale encore. Léa sentit ses pieds quitter complètement la surface métallique. Son corps tomba, ses bras battant l'air dans un réflexe désespéré pour trouver un équilibre qui n'existait plus. Elle atterrit lourdement sur le sol en béton du hangar, ses genoux heurtant le sol avec un bruit sourd qui résonna dans tout l'espace. La douleur explosa dans ses rotules, remonta le long de ses cuisses comme une décharge électrique. Son carnet à spirale, celui aux pages jaunies couvertes de 2 écritures différentes, s'échappa de ses mains et glissa sur le béton huileux. Les pages s'ouvrirent au hasard, révélant des schémas techniques annotés dans une écriture large et assurée qui s'arrêtait brutalement à la page 112. L'écriture de son grand-père. L'écriture d'un homme mort il y a 3 ans. Le rire qui éclata fut comme une meute de hyènes tombant sur une proie blessée. 7 mécaniciens, tous en blouse bleue, tachés d'huile noire. Tous avec ce sourire satisfait des hommes qui voient leur territoire défendu, leur ordre du monde confirmé. Antoine, 32 ans, diplôme de technicien supérieur encadré dans son bureau vitré, se plia littéralement en deux, tenant son ventre, des larmes de rire coulant sur ses joues. Elle croyait vraiment qu'on allait la laisser grimper sur un tracteur de 350 000 €. Sa voix portait dans tout le hangar, rebondissant sur les murs de tôle ondulée. Une gamine sans diplôme, qui pense qu'elle sait mieux que Christian Moreau. Léa se releva lentement, ses genoux hurlant de douleur. Ses mains tremblaient en ramassant son carnet, refermant délicatement les pages, comme on referme les yeux d'un mort. Elle sentit le regard des 7 hommes sur elle, ce poids presque physique du mépris collectif. Le hangar sentait le diesel, l'huile de vidange, la terre humide du champ voisin visible par les grandes portes ouvertes. Mais plus que tout, il sentait la cruauté, cette odeur particulière que dégage un groupe d'hommes sûrs de leur pouvoir quand ils décident d'écraser quelqu'un. « Sortez !» Gérard Roussel se tenait maintenant devant elle, si proche qu'elle sentait son haleine de café et de tabac, 54 ans, 3 décennies de mécanique agricole gravées dans les rides profondes de son visage tanné comme du cuir. Ses yeux étaient durs, froids, absolument convaincus de leur droit. « Sortez de ce hangar avant que j'appelle la police pour intrusion. Et si vous remettez les pieds dans cette coopérative, je vous fais arrêter. C'est clair ?» Léa serra son carnet contre sa poitrine. Ses doigts laissaient des traces de saleté sur la couverture usée. Elle pouvait partir. Ce serait tellement plus facile. Rentrer chez elle, enfin, dans ce studio de 18 mètres carrés, au 4e étage sans ascenseur, qu'elle payait 640 € par mois. Oublier cette humiliation. Oublier le Caterpillar désisté marqué au spray rouge sang. Perte totale. Oublier le rapport d'expertise qui condamnait cette machine à la ferraille. Mais quelque chose en elle refusait. Quelque chose qui ressemblait à la voix de son grand-père, Marcel Fournier. Cette voix grave et douce qui lui avait appris tout ce qu'elle savait. « Léa, ma petite, les machines ne mentent jamais. Ce sont les hommes qui se mentent à eux-mêmes en interprétant mal ce qu'elles disent. Ce tracteur n'est pas mort. » Sa voix sortit plus basse qu'elle ne l'aurait voulu, presque un murmure dans le silence soudain du hangar. « Votre expert se trompe. » Le silence qui tomba fut pire que les rires. C'était un silence incrédule, outragé, le silence qui précède l'explosion de violence. Gérard Roussel se figea, ses yeux se rétrécirent jusqu'à devenir 2 fentes dans son visage rougeau. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Je dis que Christian Moreau se trompe dans son diagnostic. » Cette fois, sa voix était plus forte, portée par quelque chose qui ressemblait à du désespoir transformé en courage. Ce tracteur peut être réparé, pas pour 290 000 €, pour 340 €.
L'explosion de rire fut encore plus violente que la précédente. Antoine dut s'appuyer contre un établi pour ne pas tomber. Julien, le plus âgé des mécaniciens, 56 ans, cheveux gris et visage marqué par 40 années de métier, secoua la tête avec un mélange de pitié et d'exaspération. « Gamine !» dit-il, sa voix portant une fausse douceur qui rendait ses mots encore plus cruels. « Je respectais ton grand-père. Marcel Fournier était un bon mécanicien, un des meilleurs de sa génération. Mais toi, t'es juste une petite orpheline qui joue à la mécanicienne avec les notes de papy, va faire du secrétariat, de la vente, quelque chose qui correspond à ce que t'es vraiment. » Le mot « orpheline » frappa Léa comme une gifle physique. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Tout le monde dans la région de Forez connaissait son histoire. Marcel Fournier, le mécanicien légendaire de Saint-Étienne, celui qui réparait des machines que les ingénieurs de Caterpillar et John Deere déclaraient irréparables. Mort d'une crise cardiaque il y a 3 ans, dans son atelier, un tournevis encore dans la main. Sa petite fille, seule au monde depuis, mère morte en couche, père disparu dans la nature avant même sa naissance. Élevé par son grand-père dans une petite maison adossée à un atelier qui sentait l'huile moteur et le café trop fort. Gérard brandit le rapport d'expertise comme on brandit une arme mortelle. Le papier brillait sous les néons du hangar, le logo d'Expertise Mécanique Lyon en haut de page, le tampon officiel en bas, et entre les deux, des pages et des pages de diagnostic technique se terminant par une conclusion sans appel, perte totale, cote de remise en état, 290 000 €. Recommandation, mise à la ferraille. Tu vois ça? Gérard agita le rapport si près du visage de Léa qu'elle dut reculer d'un pas. C'est un rapport officiel, fait par Christian Moreau, 25 ans d'expertise, certification internationale Caterpillar, consultant pour les plus grandes coopératives de France. Il a passé 4 heures sur cette machine, avec des équipements de diagnostic de 50 000 €. Et toi, petite orpheline, sans diplôme, sans expérience, sans rien, tu oses dire qu'il se trompe? Je ne dis pas qu'il se trompe par incompétence, répondit Léa, et quelque chose dans sa voix fit taire les rires. Je dis qu'il ment. Le silence qui suivit fut total, absolu, assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le béton du hangar. Les 7 mécaniciens regardaient Léa comme si elle venait de blasphémer dans une église. Gérard Roussel devint écarlate. Ses poings se serrèrent. Et pendant un instant terrible, Léa crut qu'il allait la frapper. « Tu accuses Christian Moreau de fraude ?» La voix venait de l'entrée du hangar, portée par le vent froid d'octobre qui s'engouffrait par les grandes portes. Tous se retournèrent. Jacques Beaumont se tenait dans la lumière grise du matin, encadré par l'ouverture du hangar, comme un acteur sur une scène. 62 ans, 1,82 m, cheveux gris argentés parfaitement coiffés, costume 3 pièces bleu marine qui avait coûté plus cher que 3 mois du loyer de Léa. Son pardessus en cachemire flottait légèrement dans le vent. Une Rolex Submariner brillait à son poignet gauche. Ses chaussures en cuir italien, probablement faites sur mesure, reflétaient la lumière des néons comme des miroirs noirs. Jacques Beaumont, le président de la coopérative agricole de Montbrison, l'actionnaire principal, l'homme qui avait bâti cet empire de 57 machines agricoles lourdes, 212 équipements légers et un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros par an, l'homme qui décidait de tout. Il s'avança dans le hangar avec cette démarche particulière des gens habitués à être obéis, cette assurance tranquille de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour être pris au sérieux. Ses yeux, d'un bleu acier perçant, se posèrent sur Léa avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « J'ai posé une question, mademoiselle. » Il laissa la phrase en suspens, attendant qu'elle complète. « Fournier. Léa Fournier. » Sa voix tremblait légèrement malgré ses efforts pour la contrôler. « Fournier. » Jacques répéta le nom comme s'il le goûtait. « Marcel Fournier était votre grand-père ?»« Oui, monsieur. Je l'ai rencontré une fois, il y a longtemps, à un salon agricole à Lyon. Il réparait un vieux tracteur Massey Ferguson que nos meilleurs techniciens avaient déclaré mort. Il l'a fait redémarrer en moins d'1 heure. »
Un sourire fantôme passa sur le visage de Jacques. J'ai pensé que c'était de la magie. Maintenant, je comprends que c'était de la science combinée à quelque chose de plus rare, l'intuition. Il fit quelques pas, se rapprocha du caterpillar désisté marqué « perte totale ». Sa main caressa le métal froid comme on caresse un cheval malade. « Alors, mademoiselle Fournier, vous accusez Christian Moreau de fraude. C'est une accusation extrêmement grave. Vous avez des preuves ou vous répétez juste des rumeurs ?» Léa déglutit. C'était le moment, le point de non-retour. Si elle disait ce qu'elle savait, ce qu'elle avait compris en étudiant le rapport pendant toute la nuit précédente, elle ne pourrait plus revenir en arrière. Mon grand-père connaissait Christian Moreau. Les mots sortirent lentement, prudemment, comme on marche sur un champ de mine. Ils ont travaillé ensemble il y a 25 ans, chez Renault Agriculture. Moreau voulait créer une société de diagnostic avec mon grand-père, une société privée qui vendrait ses services aux coopératives agricoles. Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Autour d'elle, les mécaniciens s'étaient tus, écoutant malgré eux. Mais mon grand-père a découvert que Moreau falsifiait des rapports. Il gonflait les coûts de réparation. Il déclarait des machines en perte totale, alors qu'elles pouvaient être réparées facilement. Puis il rachetait ces machines à prix cassé par l'intermédiaire d'une société écran, les réparait pour presque rien et les revendait avec d'énormes profits. Un murmure parcourut le groupe. Gérard secoua la tête avec véhémence. « C'est des conneries. Christian Moreau est l'expert, le plus respecté de la région. Il travaille pour nous depuis 10 ans. » « Justement, » dit Léa, sa voix se raffermissant. 10 ans. Combien de machines a-t-il déclarées en perte totale pendant ces 10 ans? Combien la coopérative a-t-elle vendu à la casse? Et qui les a rachetées? Le silence qui suivit fut chargé d'une tension électrique. Jacques Beaumont regardait Léa avec une intensité nouvelle, ses yeux calculants, analysant, pesant chaque mot. « Mon grand-père l'a dénoncé à Renault Agriculture, » continua Léa. « Moreau a été viré. Il a perdu son poste, sa réputation, tout. Il a dû reconstruire sa carrière à partir de zéro. Et il n'a jamais pardonné à mon grand-père. Jamais. » Elle ouvrit son carnet, tourna les pages jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Une page couverte de l'écriture large de son grand-père, datée de 3 semaines avant sa mort. Écoutez ce qu'il a écrit. « Léa, j'ai vu Christian Moreau aujourd'hui à la coopérative de Saint-Étienne. Il faisait un diagnostic sur un Massey Ferguson 8737. Je ne lui ai pas parlé, mais j'ai regardé son rapport. Il recommande une perte totale pour un problème qui est clairement un simple capteur défaillant. Il recommence. Après toutes ces années, il recommence. Si quelque chose m'arrive, souviens-toi. Christian Moreau est un homme dangereux. Les hommes qui ne pardonnent jamais sont les plus dangereux de tous. » La voix de Léa se brisa sur les derniers mots. 3 semaines après avoir écrit ces lignes, Marcel Fournier était mort d'une crise cardiaque dans son atelier. Le Massey Ferguson 8737 sur lequel il travaillait était celui que Moreau avait diagnostiqué. Coïncidence? Pendant 3 ans, Léa avait cru que oui. Mais maintenant, avec ce caterpillar condamné devant elle, avec ce rapport qui sentait la fraude à plein nez, elle n'était plus sûre de rien. Jacques Beaumont tendit la main. « Montrez-moi ce rapport de Moreau, l'original. » Gérard hésita, puis tendit les documents. Jacques les parcourut lentement, ses yeux de comptable habitués à déceler les anomalies dans les chiffres s'arrêtant sur chaque ligne, chaque montant, chaque conclusion. Bloc moteur fissuré, lut-il à voix haute. Transmission hydrostatique détruite. Vérin hydraulique hors service. Système électronique ECU endommagé. Circuit de refroidissement compromis. Réparation estimée 290 000 €. Il leva les yeux. Pour une machine qui vaut 350 000 € d'occasion. Effectivement, mathématiquement, c'est une perte totale. Sauf si le diagnostic est faux, dit Léa. Sauf si le vrai problème est beaucoup plus simple. Et vous pensez savoir quel est ce vrai problème?
le capteur de pression différentiel du circuit hydraulique principal. Léa parla avec une assurance qui la surprit elle-même. Il est situé entre le filtre haute pression et le distributeur hydraulique. Si ce capteur est défaillant, il envoie des données erronées à l'ECU. L'ordinateur de bord entre automatiquement en mode protection et bloque toute la transmission hydraulique. Les symptômes sont exactement ceux décrits dans le rapport. Impossibilité de démarrer, système hydraulique mort, code d'erreur multiple. Elle s'approcha du tracteur, posa sa main sur le métal froid. Mais ce n'est pas une panne majeure, c'est un capteur mort, référence Caterpillar 395 4090. Prix 340 €, installation, 20 minutes pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Antoine ricana. Et comment tu sais tout ça? T'as un diplôme d'ingénieur Caterpillar qu'on connaît pas? Mon grand-père travaillait sur ces machines quand Caterpillar a commencé à intégrer les systèmes de gestion électronique au début des années 2000. Il a vu arriver toute cette complexité nouvelle qui effrayait les anciens mécaniciens. Mais lui, il a compris quelque chose d'essentiel. Elle se tourna vers Jacques, l'ignora les autres. Il a compris que plus un système devient complexe, plus les pannes simples se déguisent en catastrophes complexes. Un capteur mort peut simuler une panne moteur totale. Un fil coupé peut faire croire à une défaillance électronique complète. La technologie moderne crée des illusions, et seuls ceux qui comprennent vraiment les machines peuvent voir à travers ces illusions. Jacques Beaumont resta silencieux pendant 10 longues secondes. Autour d'eux, les mécaniciens attendaient, suspendus à sa décision. Dehors, le vent d'octobre soufflait plus fort, apportant l'odeur de la terre labourée et de la pluie qui approchait. « Gérard », dit finalement Jacques, sa voix neutre, impossible à lire. « Avec quel équipement Christian Moreau a-t-il fait son diagnostic ?»« Le CAT-ET », répondit Gérard, moins assuré maintenant. « L'outil de diagnostic électronique Caterpillar, le meilleur qui existe. »« Quelle version ?» Gérard hésita. « Je ne sais pas exactement. » « 3e ou 4e génération ?» pressa Léa. « Parce que le capteur de pression différentielle du D6T version 2019 n'est pas reconnu par l'ET3. Il faut absolument l'ET4 avec le firmware mis à jour en 2021. Sans ça, le système de diagnostic ne détecte même pas l'existence du capteur, encore moins son dysfonctionnement. Il affiche juste « erreur système hydraulique global », ce qui pousse n'importe quel technicien à conclure à une panne majeure de transmission. Le visage de Gérard perdit quelques nuances de rouge. Antoine ne riait plus. Julien fronçait les sourcils, son cerveau de vieux mécanicien connectant des points qu'il n'avait pas vus avant. « Vous êtes en train de dire... » Jacques parla lentement, pesant chaque mot. Que Christian Moreau aurait utilisé intentionnellement un équipement de diagnostic obsolète pour obtenir un résultat erroné qui justifierait un diagnostic de perte totale. Je dis qu'il faut vérifier avec le bon équipement, avec les bonnes connaissances, avant de jeter à la ferraille une machine qui pourrait continuer à servir pendant encore 15 ans. Jacques regarda le tracteur, puis Léa, puis le rapport, puis à nouveau Léa. Quelque chose changea dans son expression, une décision se cristallisant derrière ses yeux bleus. « Vous avez 1 heure, dit-il finalement. 1 heure pour nous prouver que Christian Moreau, expert certifié depuis 25 ans, s'est trompé ou a menti. Si vous trouvez quelque chose, vous me montrez immédiatement. Si vous ne trouvez rien, vous partez d'ici et vous ne remettez jamais les pieds dans cette coopérative. Compris? Compris, monsieur. Gérard, vous et vos hommes allez surveiller chaque mouvement qu'elle fait. Si elle touche à quoi que ce soit d'autre que ce capteur qu'elle mentionne, vous l'arrêtez immédiatement. » Gérard hocha la tête, la mâchoire serrée. Jacques Beaumont fit demi-tour et quitta le hangar, son pardessus flottant derrière lui comme une cape. Le claquement de ses chaussures italiennes sur le béton résonna longtemps après qu'il eut disparu. Léa se retrouva seule face aux 7 mécaniciens. Gérard s'approcha si près qu'elle sentit à nouveau son haleine. « 1 heure !» cracha-t-il. « Après ça, je te vire moi-même à coups de pied au cul.
Et si jamais tu endommages quoi que ce soit sur cette machine, je te fais payer les réparations, même si je dois saisir tous tes biens. » Il cracha par terre, près des pieds de Léa, puis recula de quelques pas, croisant les bras. Les 6 autres formèrent un demi-cercle, spectateurs hostiles d'un spectacle qu'ils espéraient voir se terminer en humiliation totale. Léa posa son carnet sur un établi, s'approcha du Caterpillar. Le tracteur à chenilles était énorme vu de près, une bête d'acier et de puissance pesant plus de 23 tonnes. La peinture jaune Caterpillar était ternie par des années de travail dans les champs boueux de Forez. Les chenilles portaient les marques de milliers d'heures d'utilisation, mais structurellement, la machine avait l'air solide. Pas de fissures visibles dans le châssis, pas de fuite d'huile majeure, pas de signes évidents de dommages catastrophiques. Elle grimpa sur la chenille, puis sur le châssis, ses bottes trouvant instinctivement les prises dans le métal. En haut, elle ouvrit le capot moteur, déverrouillant les loquets de sécurité avec des gestes qui trahissaient des milliers de répétitions identiques. Le capot se souleva en grinçant, révélant les entrailles de la machine. Le moteur Caterpillar C9.3B s'exposait dans toute sa complexité, un enchevêtrement de tuyaux hydrauliques haute pression, de câbles électriques colorés, de filtres de différentes tailles, de connexions et de capteurs qui auraient terrifié n'importe qui. Mais pas Léa. Pour elle, c'était un langage qu'elle lisait aussi facilement que le français. Ses yeux scannèrent le compartiment moteur méthodiquement, de gauche à droite, de haut en bas. Pompe à carburant. OK. Turbocompresseur. OK. Système de refroidissement. OK. Filtres à air, sales mais fonctionnels. Courroie, usée mais pas cassée. Rien qui justifiait un diagnostic de perte totale. Elle suivit le circuit hydraulique principal avec ses doigts, identifiant chaque composant au toucher. Le réservoir d'huile hydraulique, propre et plein. La pompe hydraulique principale montée sur le vilebrequin du moteur, aucun signe de fuite ou de dommage. Le filtre basse pression, légèrement encrassé mais fonctionnel. Le filtre haute pression, idem. Puis le distributeur hydraulique, cette pièce maîtresse qui dirigeait la puissance hydraulique vers les différents systèmes du tracteur. Et là, juste là, coincé entre 2 tuyaux haute pression, presque invisible si on ne savait pas exactement où chercher, le capteur de pression différentielle. Une petite boîte métallique de la taille d'un paquet de cigarettes. Corps en aluminium anodisé. 2 connexions électriques, un connecteur hydraulique. Rien dans son apparence extérieure ne suggérait un dysfonctionnement. Mais Léa savait que les machines, comme les gens, cachèrent souvent leurs blessures les plus profondes sous une surface intacte. Elle sortit de sa poche arrière un petit multimètre digital, l'écran fissuré depuis qu'elle l'avait fait tomber 2 ans plus tôt, mais encore parfaitement fonctionnel. Elle déconnecta délicatement le câblage électrique du capteur, exposant les 2 broches de connexion. Puis elle connecta les fils du multimètre, régla l'appareil sur la mesure de résistance. Le multimètre émit un petit bip. Les chiffres sur l'écran clignotèrent, puis se stabilisèrent. Infini. Résistance infinie. Circuit ouvert. Le capteur était mort. Léa sentit son cœur battre plus vite. Elle avait raison. 340 € contre 290 000. Mais elle avait besoin de plus que ça. Elle avait besoin de comprendre pourquoi le capteur était mort. Usure normale ou quelque chose de plus sinistre? Elle sortit une petite lampe torche LED de son autre poche, alluma le faisceau puissant, examina le capteur de près. La surface en aluminium était légèrement oxydée, normal après des années d'utilisation dans un environnement humide. Le boîtier semblait intact, pas de fissures visibles à l'œil nu. Mais là, quand elle tourna le capteur sous la lumière, elle le vit. Une rayure minuscule sur le boîtier. Pas une usure naturelle. Une marque d'outil. Quelqu'un avait utilisé une pince ou une clé et avait glissé, laissant cette signature métallique. Le sang de Léa se glaça. Elle examina le connecteur électrique de plus près. Et là aussi, elle trouva ce qu'elle cherchait. Des marques de compression,
sur le plastique du connecteur, là où quelqu'un avait serré trop fort avec une pince, créant une micro-fissure qui avait progressivement détruit les connexions électriques internes. Sabotage. Ce n'était pas une panne naturelle. Quelqu'un avait délibérément endommagé ce capteur. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Quelqu'un qui connaissait suffisamment les Caterpillar D-Systé pour savoir que détruire ce capteur spécifique créerait une cascade de codes d'erreur qui ferait croire à une panne catastrophique. Les mains de Léa tremblaient maintenant, mais pas de nervosité, de rage. Une rage froide, contrôlée. La même rage qu'elle avait sentie en découvrant le corps de son grand-père dans l'atelier il y a 3 ans. Elle sortit son téléphone portable, un vieux modèle à 50 € qu'elle avait acheté d'occasion, mais avec un appareil photo décent. Elle prit des dizaines de photos du capteur sous tous les angles, zoomant sur les marques d'outils, sur la fissure du connecteur, documentant méticuleusement chaque preuve de sabotage. « T'as fini de jouer avec ton téléphone ?» La voix sarcastique d'Antoine brisa sa concentration. « Ça fait 40 minutes que tu tournes autour de ce bout de ferraille. T'as trouvé quelque chose ou tu perds notre temps ?» Léa ignora la question. Elle dévissa les 2 boulons qui maintenaient le capteur en place, utilisant une clé de 12 mm qu'elle avait dans sa poche. Les boulons résistèrent d'abord, puis cédèrent. Elle retira le capteur délicatement, comme un chirurgien retirant un organe malade. Elle descendit du tracteur, le capteur dans une main, son téléphone dans l'autre. Les 7 mécaniciens la regardaient avec un mélange de curiosité et d'hostilité. Gérard consulta sa montre. 50 minutes. « Il te reste 10 minutes. J'ai besoin de parler à Monsieur Beaumont. Maintenant, tu peux me montrer à moi ce que t'as trouvé. »« Non, je veux parler directement au président. » Le visage de Gérard s'empourpra à nouveau. « Écoute-moi bien, petite. Appelle-le. » La voix de Léa était calme mais inflexible. « Ou je sors d'ici et j'appelle directement la gendarmerie pour signaler une fraude et un possible sabotage. »« À toi de voir !» Gérard et Léa se fixèrent pendant 10 secondes qui semblèrent durer une éternité. Puis Gérard sortit son téléphone portable et composa un numéro. « Monsieur Beaumont, c'est Gérard. La fille... Oui. Elle dit qu'elle a trouvé quelque chose. Elle veut vous parler directement. Oui, monsieur, tout de suite. » Il raccrocha, regarda Léa avec une expression difficile à déchiffrer. « Il arrive. Il était dans son bureau. 2 minutes. » Ces 2 minutes furent les plus longues de la vie de Léa. Elle restait debout, le capteur sabotage dans une main, son téléphone dans l'autre, entourée par 7 hommes qui la regardaient comme on regarde une bombe sur le point d'exploser. Jacques Beaumont entra dans le hangar accompagné de 2 personnes que Léa ne connaissait pas. Un homme d'une 50aine d'années en costume gris avec une mallette qui criait « avocat » de tous ses pores, et une femme d'environ 40 ans en tailleur noir avec un badge officiel accroché à sa veste. Police technique et scientifique. « Vous avez demandé à me voir, mademoiselle Fournier ?» La voix de Jacques était neutre, mais Léa vit l'intensité dans ses yeux. Il avait déjà compris que quelque chose de grave se passait. « Oui, monsieur. » Léa leva le capteur. « Voici le capteur de pression différentielle du circuit hydraulique du Caterpillar D-Systé. C'est la pièce responsable de tous les codes d'erreur qui ont conduit au diagnostic de perte totale. » Elle posa le capteur sur un établi, sous une lampe de travail puissante. Comme vous pouvez le voir, le capteur est défaillant, résistance infinie, circuit ouvert, mais ce n'est pas une panne naturelle. Elle zooma sur les photos de son téléphone, les montra à Jacques. « Regardez ces marques sur le boîtier. Ce sont des marques d'outils, et ici, sur le connecteur électrique, des marques de pinces. Quelqu'un a délibérément endommagé ce capteur. » Le silence qui tomba fut absolu. La femme de la police technique s'approcha, sortit une loupe et son propre appareil photo professionnel, examina le capteur avec une attention de chirurgien. « C'est cohérent avec un sabotage », dit-elle après 2 minutes d'examen minutieux. Les marques sont récentes, postérieures à l'usure normale. L'endommagement du connecteur est typique d'une compression excessive volontaire. Jacques Beaumont se tourna vers l'avocat. « Maître Dubois ?» L'avocat ouvrit sa mallette, sortit plusieurs dossiers. « Monsieur Beaumont,
Après votre appel de ce matin me demandant de faire des vérifications sur Christian Moreau et sa société Expertise Mécanique Lyon, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Il étala des documents sur l'établi à côté du capteur. Au cours des 3 dernières années, la société de Moreau a émis 47 diagnostics de perte totale pour diverses coopératives agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur ces 47 machines, 32 ont été rachetées par la même société de récupération métallique, Recyclagri SARL, basée à Vénissieux. Il sortit un autre document. Recyclagri SARL appartient à 75% à une holding luxembourgeoise, Tech Agri Investments. Et devinez qui est l'actionnaire principal de Tech Agri Investments. Personne ne répondit. L'avocat continua. Christian Moreau possède 92% de Tech Agri Investments. En d'autres termes, M. Moreau diagnostique des machines comme perte totale, les coopératives les vendent à prix cassé à Recyclagri, et Moreau les récupère, les répare pour une fraction du coût annoncé, puis les revend sur le marché de l'occasion avec d'énormes profits. La bombe venait d'exploser. Gérard devint blanc comme un linge. Antoine s'assit lourdement sur une chaise, la tête entre les mains. Julien jura à voix basse en occitan une longue série de blasphèmes que Léa ne comprit pas entièrement, mais dont elle saisit le sens général. « Combien » La voix de Jacques Beaumont était à peine un murmure, mais elle portait une menace sourde qui glaça l'air du hangar. Combien d'argent cette coopérative a-t-elle perdu à cause de Moreau ? L'avocat consulta ses notes. En 3 ans, la coopérative de Montbrison a vendu 8 machines en perte totale sur recommandation de Christian Moreau. Valeur de vente totale, 280 000 €. Si mademoiselle Fournier a raison et que ces machines pouvaient être réparées pour des sommes minimes, leur valeur réelle aurait été d'environ 2 millions d'euros. Perte nette, 1 720 000 €. Jacques ferma les yeux. Ses mains se crispèrent sur le bord de l'établi avec tant de force que ses jointures blanchirent. Quand il rouvrit les yeux, Léa y vit quelque chose de terrifiant, une rage froide, calculée, implacable. « Madame Perrin, dit-il à la femme de la police technique, je veux que vous examiniez ce capteur, je veux un rapport officiel confirmant le sabotage, je veux que vous alliez chercher les 7 autres machines que nous avons vendues et que vous les examiniez également. Et je veux que Christian Moreau soit arrêté aujourd'hui même. Nous nous en occupons, monsieur Beaumont. » La femme emballa soigneusement le capteur dans un sac de preuves transparent, scella le sac, signa l'étiquette. Avec les documents fournis par Maître Dubois et cette preuve matérielle, nous avons largement de quoi ouvrir une enquête préliminaire pour fraude organisée, sabotage et escroquerie en bande organisée. Elle se tourna vers Léa. « Mademoiselle Fournier, votre témoignage sera crucial. Vous devrez venir faire une déposition formelle au commissariat. » « Bien sûr, madame. » Mais Léa entendait à peine, parce que quelque chose venait de se connecter dans son cerveau, quelque chose d'horrible qu'elle avait refoulé pendant 3 ans, quelque chose qu'elle avait refusé de voir, parce que c'était trop douloureux, trop terrifiant. « Mon grand-père. » Sa voix sortit cassée, étranglée. « Il est mort il y a 3 ans. Crise cardiaque dans son atelier. » Elle regarda Jacques Beaumont, puis la policière, puis l'avocat. Sur quelle machine travaillait-il quand c'est arrivé? L'avocat feuilleta rapidement ses documents, chercha, trouva. Son visage perdit toute couleur. Un tracteur Massey Ferguson MF 86737, propriété de la coopérative agricole de Saint-Étienne, diagnostiqué perte totale par Christian Moreau en septembre 2021, 3 semaines avant le décès de votre grand-père. Vendu à Recyclagri pour 25 000 €. Revendu 6 mois plus tard pour 180 000 € après restauration complète. Les jambes de Léa se dérobèrent sous elle. Elle s'appuya contre l'établi pour ne pas tomber. 3 ans. 3 ans qu'elle croyait que son grand-père était mort d'une crise cardiaque naturelle, que c'était juste la cruauté du destin,
qu'un homme de 78 ans qui travaillait 12 heures par jour depuis 6 décennies avait simplement atteint la limite de son cœur. Mais maintenant, il a découvert la fraude, murmura-t-elle, les larmes commençant à couler malgré ses efforts pour les retenir. Il a découvert que Moreau recommençait. Il allait le dénoncer encore une fois. Et Moreau savait ce qui allait se passer. Il allait tout perdre. Alors, il a fait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il a fait quelque chose qui a provoqué cette crise cardiaque. Madame Perrin s'approcha, posa doucement sa main sur l'épaule de Léa. « Mademoiselle Fournier, je vais demander immédiatement une ordonnance d'exhumation du corps de votre grand-père. S'il y a eu empoisonnement, si une substance a été utilisée pour provoquer un arrêt cardiaque, nous le trouverons. La médecine légale moderne peut détecter des traces toxicologiques même après plusieurs années. » Jacques Beaumont sortit son téléphone, composa un numéro. « Oui, contactez immédiatement le procureur de la République. Dites-lui que j'ai des preuves de fraude organisée impliquant potentiellement des millions d'euros et possiblement un meurtre. » Oui, un meurtre. Non, ce n'est pas une blague. J'envoie mon avocat avec tous les documents dans l'heure. Il raccrocha, regarda Léa avec une expression où se mêlaient le respect, la compassion et quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Mademoiselle Fournier, vous venez peut-être de résoudre un meurtre et de démasquer une fraude qui s'étend probablement à toute la région. Vous avez sauvé cette coopérative d'une perte catastrophique. Et vous avez prouvé quelque chose que trop de gens oublient. La compétence n'a pas de diplôme, pas de genre, pas de classe sociale. La compétence a juste besoin d'une chance. » Il se tourna vers Gérard, dont le visage montrait maintenant un mélange complexe d'émotions. Honte, incrédulité et peut-être le début d'un respect forcé. « Gérard, vous avez failli jeter cette jeune femme dehors. Vous l'avez humiliée, insultée, traitée comme une moins que rien. Qu'avez-vous à dire ?» Gérard ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Ses yeux se remplirent de larmes, ce qui semblait impossible chez cet homme de pierre. Quand il parla enfin, sa voix était brisée. « Je suis désolé. » Il s'approcha de Léa, s'arrêta à 1 mètre comme s'il craignait qu'elle recule. « Je suis tellement désolé. Vous essayez de nous sauver. Vous essayez de continuer le travail de votre grand-père. Et nous vous avons traité comme de la merde. » Des larmes coulaient maintenant, librement sur son visage tanné. « J'ai 2 filles, 25 et 27 ans, intelligentes, talentueuses. Elles voulaient toutes les 2 devenir mécaniciennes, comme leur père. Et je les en ai dissuadées. Je leur ai dit que ce n'était pas un métier pour les femmes, qu'elles seraient toujours jugées plus durement, qu'elles souffriraient. Je pensais les protéger. » Il essuya rageusement ses larmes du revers de la main. « Mais je réalise maintenant que je leur transmettais juste mes propres préjugés. Je reproduisais exactement le système qui les aurait brisés, exactement comme j'ai essayé de vous briser aujourd'hui. » Léa le regarda, cet homme qui l'avait jeté d'un tracteur 1 heure plus tôt, qui avait craché près de ses pieds, qui l'avait menacé. Et elle vit dans ses yeux quelque chose de rare et de précieux, une vraie contrition, un vrai regret, une vraie volonté de changer. « Les machines ne jugent pas, » dit-elle doucement, répétant les mots de son grand-père. « Elles ne se soucient pas de savoir qui vous étiez hier, elles se soucient de savoir ce que vous faites aujourd'hui. » Elle tendit la main. « Aidez-moi à réparer ce tracteur, aidez-moi à prouver que mon grand-père avait raison, que les machines peuvent être sauvées. Que les gens peuvent être sauvés, que rien n'est jamais vraiment une perte totale tant qu'il reste quelqu'un pour voir la vérité. » Gérard prit sa main, serra avec une force qui aurait dû faire mal, mais qui ne fit pas. C'était une poignée de main de promesses, de nouveaux départs, de ponts tendus entre 2 mondes. Les 48 heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques. Christian Moreau fut arrêté à son domicile cossu de Caluire-et-Cuire, une banlieue chic de Lyon, alors qu'il tentait de charger 2 grosses valises dans sa Mercedes classe E. Les valises contenaient 150 000 € en espèces et de faux passeports au nom de Christian Mercier. Destination prévue, Genève,
puis probablement un pays sans traité d'extradition avec la France. L'enquête révéla l'ampleur complète de la fraude. 47 machines en 3 ans, vendues pour un total de 1 200 000 €, réparées pour environ 150 000 €, revendues pour 4 300 000 €. Profit net, presque 3 millions d'euros, soigneusement blanchis à travers un réseau complexe de sociétés écrans au Luxembourg, en Suisse et aux îles Caïmans. Mais ce fut la découverte suivante qui glaça le sang de Léa. Dans l'atelier de son grand-père, soigneusement scellé depuis sa mort et maintenant réexaminé par la police scientifique avec des technologies modernes, on trouva des traces de digitaline sur la tasse à café que Marcel utilisait toujours pendant qu'il travaillait. La digitaline, un médicament cardiaque qui, à dose thérapeutique, régule le rythme cardiaque, mais à forte dose provoque un arrêt cardiaque foudroyant qui ressemble en tout point à une crise cardiaque naturelle. Le corps de Marcel Fournier fut exhumé du petit cimetière de Saint-Étienne par une matinée pluvieuse de novembre. Léa était présente, debout sous un parapluie noir, regardant le cercueil remonter de la terre mouillée. L'autopsie toxicologique, utilisant des techniques de spectrométrie de masse ultra-sensible, confirma la présence de digitaline à des niveaux mortels dans les tissus préservés. Marcel Fournier n'était pas mort d'une crise cardiaque naturelle. Il avait été assassiné. L'accusation de fraude devint accusation de meurtre avec préméditation. Le procureur de la République de Lyon prit personnellement l'affaire en charge. Les médias s'emparèrent de l'histoire. La jeune mécanicienne qui a démasqué un tueur, comment une orpheline de 22 ans a résolu le meurtre de son grand-père, le capteur à 340 € qui a révélé une fraude de 3 millions. Christian Moreau, confronté aux preuves, ne s'effondra pas. Il ne confessa pas. Il ne montra aucun remords. Au contraire, lors de son interrogatoire dont Léa vit les extraits vidéo avec les enquêteurs, il resta arrogant, méprisant, convaincu que ses avocats le tireraient d'affaire. « Marcel Fournier était un vieil emmerdeur », dit-il face caméra, sans émotion. « Il m'a détruit une première fois, il essayait de me détruire une seconde fois. Je l'ai juste empêché de nuire. C'était de la légitime défense économique. » Légitime défense économique. Ces mots résonnèrent dans la tête de Léa pendant des jours. Un homme avait tué son grand-père, l'avait empoisonné, l'avait regardé mourir, tout ça pour protéger un empire frauduleux, et il appelait ça de la légitime défense. Pendant que la justice suivait son cours lent et méticuleux, Léa répara le Caterpillar désisté. Elle commanda le capteur de remplacement, référence Caterpillar 395 490, prix exact, 340 €. La pièce arriva 2 jours plus tard dans son emballage d'origine, brillante et neuve. L'installation prit exactement 17 minutes. Léa travailla en silence, Gérard à côté d'elle observant chaque mouvement, apprenant, comprenant enfin ce que son arrogance l'avait empêché de voir pendant tant d'années. Elle connecta le nouveau capteur, vérifia la tension électrique, s'assura que tous les joints étaient propres et secs. Puis elle referma le capot, descendit du tracteur. « Vous voulez essayer de le démarrer ?» demanda-t-elle à Gérard. Gérard secoua la tête. « Non, c'est votre réparation, c'est votre victoire. Vous le démarrez. » Léa grimpa dans la cabine du Caterpillar. L'habitacle sentait le diesel et le cuir vieilli par le soleil. Elle s'installa sur le siège du conducteur, ajusta les rétroviseurs, posa sa main droite sur la clé de contact. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Un instant de doute la traversa. Et si elle s'était trompée? Et si le problème était plus profond? Et si le tracteur refusait de démarrer malgré le nouveau capteur et qu'elle se retrouvait humiliée devant tous ces hommes qui commençaient à peine à la respecter? Mais alors, elle entendit la voix de son grand-père, aussi claire que s'il était assis à côté d'elle. « Léa, ma petite, les machines ne mentent jamais. Fais confiance à ce que tu as appris. Fais confiance à ce que tu sais. » Elle tourna la clé. Le moteur diesel Caterpillar C9.3B toussa une fois, 2 fois. Puis il rugit à la vie avec un grondement profond et puissant qui fit vibrer toute la structure du hangar.
Les vitres des bureaux administratifs tremblèrent, les outils suspendus au mur tintèrent. Le sol en béton transmit les vibrations jusqu'aux fondations du bâtiment. Les voyants du tableau de bord s'allumèrent un par un, tous verts. Pression hydraulique normale, température moteur normale, niveau d'huile normal, tous les systèmes opérationnels. Pas un seul code d'erreur, pas un seul avertissement. Le Caterpillar désisté, déclaré mort par un expert certifié, condamné à la ferraille, avec un rapport de 290 000 €, venait de ressusciter. Léa laissa le moteur tourner pendant 1 minute, écoutant attentivement chaque variation de son, chaque changement de rythme. Le régime était stable, pas de cognement, pas de vibration anormale, pas de fumée excessive à l'échappement. Le moteur ronronnait comme un gros chat satisfait. Elle coupa le contact, descendit de la cabine. Le silence qui suivit l'arrêt du moteur semblait plus profond qu'avant, chargé d'une émotion que personne n'osait nommer. Puis Gérard commença à applaudir. Lentement d'abord, ses grandes mains créant un son qui résonnait dans le hangar. Antoine se joignit à lui, puis Julien, puis tous les mécaniciens. L'applaudissement grandit, se transforma en ovation, en célébration de quelque chose de plus grand qu'une simple réparation. Il célébrait la vérité qui triomphe du mensonge, la compétence qui triomphe du préjugé, le courage qui triomphe de la peur. Jacques Beaumont organisa une conférence de presse 3 jours plus tard. La salle de réunion de la coopérative fut transformée en studio de télévision improvisé, avec des caméras de 3 chaînes régionales, des journalistes de la presse agricole nationale et même un reporter de TF1 qui préparait un reportage pour le journal de 13 heures. Léa se tenait à côté de Jacques, mal à l'aise dans les vêtements neufs qu'on lui avait achetés pour l'occasion. Un pantalon noir simple, une chemise blanche, une veste grise. Elle avait refusé la robe que la responsable communication voulait lui faire porter. « Je suis mécanicienne, pas mannequin », avait-elle dit fermement. Jacques Beaumont prit la parole devant les caméras, racontant toute l'histoire avec une précision qui ne laissait aucune place au doute. Le diagnostic frauduleux, la découverte du capteur sabotage, la fraude systématique de Christian Moreau, le meurtre probable de Marcel Fournier. Et au centre de tout ça, une jeune femme de 22 ans, sans diplôme, qui avait eu le courage de défendre sa vérité contre l'hostilité, le mépris et le rejet. « Mademoiselle Léa Fournier », déclara Jacques face aux caméras, est désormais la directrice du diagnostic de cette coopérative. Elle aura autorité finale sur tous les diagnostics de panne majeure. Elle formera nos équipes. Elle établira de nouveaux protocoles. Et elle nous rappellera chaque jour qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ni un talent à son apparence. Il marqua une pause, laissant les caméras zoomer sur son visage. Mais ce n'est pas tout. Avec l'accord unanime du conseil d'administration, nous créons l'école de diagnostic mécanique Marcel Fournier. Cette école offrira une formation gratuite et certifiée à tous ceux que le système traditionnel a rejetés, les décrocheurs scolaires, les personnes sans diplôme, les anciens détenus en réinsertion, les femmes qu'on a découragées, tous ceux qui ont du talent mais pas le papier qui le prouve. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Léa sentit les larmes monter, qu'elle refoula de toutes ses forces. Elle ne pleurerait pas devant les caméras. Elle ne donnerait pas aux gens l'image d'une victime émotionnelle. Elle était une mécanicienne, une professionnelle, une survivante. Mais quand Jacques lui tendit le micro pour qu'elle dise quelques mots, sa voix trembla, malgré tous ses efforts. « Mon grand-père me disait que le plus grand crime n'est pas d'échouer, mais de ne jamais essayer. Il me disait que les machines parlent à ceux qui savent écouter, et que la plus grande sagesse est de rester humble devant ce qu'on ne comprend pas encore. » Elle prit une grande inspiration. Il a été assassiné parce qu'il défendait la vérité, parce qu'il refusait de laisser passer la fraude, parce qu'il croyait que la compétence et l'honnêteté valaient plus que le profit et le mensonge. Elle regarda directement la caméra centrale. L'école qui portera son nom sera son héritage vivant. Chaque étudiant que nous formerons
sera une victoire de la vérité contre le mensonge. Chaque machine que nous sauverons de la ferraille sera une preuve que rien n'est jamais vraiment une perte totale, tant qu'il reste quelqu'un pour voir la réalité plutôt que les apparences. 6 mois passèrent. Le procès de Christian Moreau commença en avril dans la grande salle d'audience du tribunal correctionnel de Lyon. Léa témoigna pendant 4h30, expliquant techniquement comment le sabotage fonctionnait, comment les diagnostics étaient falsifiés, comment son grand-père avait été la seule personne assez compétente et courageuse pour voir à travers la fraude. L'avocat de la défense essaya de la discréditer, de mettre en doute sa compétence, de suggérer qu'elle inventait tout par vengeance ou pour attirer l'attention. Mais Léa resta calme, répondant à chaque question avec une précision technique qui impressionna même le juge. « Mademoiselle Fournier, » demanda l'avocat avec un sourire condescendant, « vous n'avez aucun diplôme en mécanique, n'est-ce pas ?»« Non, maître. »« Aucune formation reconnue ?»« Non, maître. »« Alors sur quelle autorité basez-vous vos affirmations ?» Léa le regarda droit dans les yeux. « Sur l'autorité de 17 ans d'apprentissage auprès d'un des meilleurs mécaniciens de sa génération. Sur l'autorité de milliers d'heures passées les mains dans les machines, à apprendre leur langage, à comprendre leur logique. Sur l'autorité d'un tracteur qui était mort selon votre client et qui est vivant aujourd'hui parce que j'ai trouvé la vérité qu'il avait cachée. » Elle sortit une photo de son sac, la montra à la cour. C'était le Caterpillar désisté, maintenant décoré d'une plaque commémorative, travaillant dans un champ près de Montbrison. Cette machine était condamnée. Votre client disait qu'elle était irréparable. Il mentait. Je l'ai prouvé. Et je peux prouver la même chose pour les 46 autres machines qu'il a frauduleusement déclarées en perte totale. Le jury délibéra pendant 2 jours. Le verdict tomba un jeudi pluvieux de mai. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Meurtre avec préméditation, fraude organisée, sabotage, escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent, sentence, 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Quand le juge prononça la sentence, Christian Moreau se tourna vers Léa, assise au premier rang du public. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Et dans les yeux de cet homme qui avait tué son grand-père, qui avait volé des millions, qui avait brisé tant de vies, Léa ne vit pas de remords, juste de la rage, une rage impuissante et pathétique. « Ton grand-père était un vieil imbécile qui ne savait pas quand s'arrêter, cracha-t-il avant que les gardes ne lui passent les menottes. Et toi, t'es juste une gosse qui a eu de la chance. » Léa ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de répondre. La justice avait parlé, les faits avaient parlé, la vérité avait parlé. 1 an après cette journée où Gérard Roussel l'avait jeté d'un tracteur comme un déchet, Léa se tenait devant l'école de diagnostic mécanique Marcel Fournier pour la cérémonie d'inauguration officielle. Le bâtiment moderne, de 2 étages, brillait sous le soleil d'octobre, ses grandes fenêtres reflétant le ciel bleu de Forez. 32 étudiants composaient la première promotion, 18 jeunes de 16 à 24 ans, décrocheurs scolaires que le système traditionnel avait rejetés. 8 femmes de 25 à 52 ans qui avaient toujours rêvé d'être mécaniciennes mais qu'on avait découragées. 6 anciens détenus en réinsertion cherchant une seconde chance et les 2 filles de Gérard Roussel. Caroline, 27 ans, et Mathilde, 25 ans, qui avaient démissionné de leurs emplois de bureau pour poursuivre enfin le rêve que leur père leur avait interdit. Au-dessus de la porte d'entrée, gravé dans le bronze, « Les machines ne mentent jamais. Ce sont les hommes qui se mentent à eux-mêmes en interprétant mal ce qu'elles disent. » Marcel Fournier. Le hall principal de l'école était dominé par le Caterpillar désisté, entièrement restauré, brillant comme un bijou jaune sous l'éclairage architectural. Mais ce n'était plus juste un tracteur. C'était un monument, un symbole, un rappel permanent. La plaque en bronze à côté de la machine racontait toute l'histoire. Cette machine fut condamnée à mort par une expertise frauduleuse le 10 octobre 2024. Coût annoncé de la réparation, 290 000 €.
Elle fut ressuscitée par Léa Fournier, 22 ans, mécanicienne sans diplôme, le 14 octobre 2024. Coût réel de la réparation, 340 €. Cette machine témoigne de 3 vérités éternelles. 1. Le talent n'a pas besoin de diplôme pour exister. 2. La compétence n'a pas de genre. 3. On ne juge jamais la valeur d'une chose ou d'une personne à son apparence. En mémoire de Marcel Fournier, 1943-2021, mécanicien légendaire, formateur patient, homme de vérité, assassiné pour avoir refusé de se taire face à la fraude. Son héritage vit à travers sa petite fille et tous ceux qu'elle formera. Lors de la cérémonie d'inauguration, devant 300 personnes, incluant des représentants du ministère de l'Éducation, des délégations de coopératives agricoles de toute la France et des journalistes nationaux, Léa prononça un discours qui serait plus tard cité dans des dizaines d'articles et de reportages. « Il y a 1 an, commença-t-elle, sa voix portant dans le hall silencieux, un homme m'a jeté d'un tracteur parce qu'il pensait que je n'avais pas ma place là, parce que j'étais une femme, parce que je n'avais pas de diplôme, parce que j'étais une orpheline pauvre qui ne correspondait pas à son image de ce qu'une mécanicienne devait être. » Elle regarda Gérard, debout au premier rang avec ses filles. Il hocha la tête, les yeux humides. Cet homme s'est excusé, il a changé. Il a compris que ses préjugés l'aveuglaient, qu'ils l'empêchaient de voir la vérité. Et aujourd'hui, ses 2 filles magnifiques sont dans cette école, poursuivant le rêve qu'il leur avait interdit. Elle se tourna vers ses étudiants, ses marginaux, ses rejetés, ces rêveurs cassés qu'on essayait de recoller. Vous êtes ici parce que le système a dit non, parce qu'on vous a jugé sur votre passé, sur votre apparence, sur ce que vous n'avez pas plus tôt que sur ce que vous pourriez devenir, exactement comme on m'a jugé, exactement comme on a essayé de me briser. Sa voix se durcit avec une détermination de fer. Mais regardez ce tracteur derrière moi. Il était condamné, mort, perte totale selon les experts. Et aujourd'hui, il vit, il travaille, il sert. Parce que quelqu'un a refusé d'accepter le diagnostic facile, a cherché la vérité même quand tout le monde disait qu'elle avait tort. Elle leva la main et tous ses étudiants levèrent la leur en écho, un geste qu'ils avaient répété ensemble. Vous aussi, vous êtes des machines qu'on a condamnées. La société vous a mis une étiquette perte totale, mais je suis ici pour vous dire que cette étiquette est un mensonge aussi gros que celui qui a failli détruire ce tracteur. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas inutile. Vous avez juste besoin des bons outils, du bon savoir et de quelqu'un qui croit en vous. Les applaudissements éclatèrent, mais Léa leva la main pour demander le silence. Elle n'avait pas fini. Mon grand-père est mort parce qu'il refusait de se taire face à l'injustice, parce qu'il croyait que la vérité valait plus que sa propre sécurité. Cette école est sa vengeance contre le mensonge. Chaque étudiant que nous diplômerons sera une victoire de la compétence contre le préjugé. Chaque machine que vous sauverez sera une preuve que rien n'est jamais vraiment perdu tant qu'il reste quelqu'un pour voir au-delà des apparences. Elle posa sa main sur le tracteur Caterpillar, sentant le métal froid sous sa paume. Et je vous fais une promesse solennelle aujourd'hui. Dans cette école, personne ne sera jamais jugé sur son genre, sa classe sociale, son passé ou son diplôme. Seulement sur 3 choses, sa volonté d'apprendre, son respect des autres et sa détermination à chercher la vérité même quand c'est difficile. Parce que c'est ça, être mécanicien. Pas juste réparer des machines, mais voir la réalité plutôt que les illusions, écouter plutôt que supposer, chercher la cause simple avant d'imaginer la catastrophe complexe. Les applaudissements cette fois furent assourdissants, accompagnés de sifflements et de cris d'encouragement. Mais le moment le plus émouvant vint après, quand Sarah, 19 ans, ancienne sans-abri, s'avança vers Léa avec quelque chose emballé dans du papier journal. « Professeur Léa, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, nous, les étudiants, on voulait vous offrir quelque chose, pour vous remercier de nous avoir donné une chance quand personne d'autre ne voulait. » Léa défit l'emballage avec précaution. C'était une clé à molette chromée gravée avec ces mots. «
Pour Léa Fournier, qui nous a appris que nous ne sommes jamais une perte totale. Première promotion 2024-2025. École Marcel Fournier. Léa serra la clé contre son cœur, les larmes coulant enfin librement. Ces jeunes brisés, ces rejetés, ces condamnés par le système, lui offraient le seul cadeau qui comptait vraiment. Leur confiance, leur respect, leur reconnaissance qu'elle avait changé leur vie. Cette nuit-là, seule dans son appartement qu'elle pouvait maintenant payer sans stress, Léa ouvrit son carnet à spirale pour la dernière fois. Elle tourna les pages jusqu'à la 112e, là où l'écriture de son grand-père s'arrêtait au milieu d'une phrase inachevée. Avec un stylo à encre noire, elle écrivit en dessous « Grand-père, aujourd'hui j'ai ouvert ton école. 32 étudiants qui portent tes enseignements dans leur cœur. Justice a été rendue pour ta mort. Christian Moreau paiera pour ce qu'il t'a fait, pour toutes les vies qu'il a détruites, pour toutes les machines qu'il a condamnées par cupidité. Mais surtout, grand-père, je veux que tu saches quelque chose. Ils ont essayé de me briser, ils m'ont jeté dehors comme un déchet. Ils m'ont humilié, insulté, rejeté, exactement comme tu avais dit qu'ils feraient. Mais tu m'avais aussi appris la leçon la plus importante, que la vraie force ne vient pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Tu m'as appris que les machines parlent à ceux qui savent écouter. Tu m'as appris que la vérité finit toujours par triompher si on a le courage de la défendre. Tu m'as appris que la compétence n'a pas de genre, pas de classe sociale, pas de diplôme, juste de la détermination et de l'honnêteté. Et surtout, grand-père, tu m'as appris que je ne suis jamais seul. Tant que je porte ton héritage dans mes mains et ton amour dans mon cœur, tu es là. Dans chaque réparation que je fais, dans chaque étudiant que je forme, dans chaque machine que je sauve de la ferraille. Un tracteur était mort, je l'ai ressuscité. 32 vies étaient condamnées. Je leur donne une seconde chance. Ton assassin pensait qu'il t'avait fait taire. Il se trompait. Ta voix résonne plus fort que jamais à travers cette école, à travers moi, à travers tous ceux qui apprendront que rien n'est jamais vraiment une perte totale. Merci, grand-père, pour tout, pour m'avoir appris à voir, pour m'avoir appris à écouter, pour m'avoir appris à me battre, pour m'avoir appris que la vérité vaut toujours le combat. Je continuerai ton œuvre, je te le promets, pour toujours, ta petite fille qui t'aime et qui t'aimera toujours, Léa. Elle referma le carnet, l'embrassa doucement, puis le posa sur son étagère à côté de la photo encadrée de Marcel dans son atelier, souriant, une clé à molette à la main. Demain, elle retournerait à l'école. Demain, elle enseignerait à 32 jeunes comment diagnostiquer une panne de transmission hydrostatique. Demain, elle continuerait à changer des vies, une réparation à la fois, un étudiant à la fois, une vérité à la fois. Mais cette nuit, elle se permit de pleurer pour son grand-père assassiné, de pleurer pour toutes les humiliations endurées, de pleurer pour toutes les nuits dans sa voiture quand elle n'avait pas de quoi payer le loyer, de pleurer pour tous les rejets, toutes les portes fermées, tous les rires cruels. Et puis, quand il ne resta plus de larmes, elle sourit, un sourire de victoire pure et simple, parce qu'elle avait gagné, pas seulement contre Christian Moreau, maintenant en prison pour 30 ans, pas seulement contre Gérard Roussel, qui était devenu un allié et un ami. Elle avait gagné contre quelque chose de bien plus grand et plus puissant. Elle avait gagné contre le système qui disait qu'une orpheline sans diplôme ne pouvait rien accomplir. Elle avait gagné contre les préjugés qui disaient qu'une femme n'avait pas sa place dans un hangar de mécanique. Elle avait gagné contre le désespoir qui murmurait que la vérité ne triomphe jamais, que les petits ne battent jamais les puissants, que les exclus restent toujours exclus. Et cette victoire, personne ne pourrait jamais la lui reprendre. Elle était gravée dans le bronze de la plaque commémorative. Elle vivait dans le ronronnement du caterpillar désisté qui travaillait à nouveau. Elle respirait dans les rêves de 32 étudiants qui avaient enfin une chance. La machine qui était morte avait été ressuscitée, et la jeune femme qu'on avait jetée dehors comme un déchet était devenue celle qui formait la prochaine génération. C'était la plus douce des revanches,
La plus belle des justices, 340 € contre 290 000. Un capteur contre un empire de fraude. Une orpheline contre un système corrompu. Et l'orpheline avait gagné. Si cette histoire vous a touché au plus profond du cœur, si vous croyez que chaque personne mérite une chance de prouver sa valeur, laissez votre like maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer ces histoires qui restaurent notre foi en l'humanité et la justice. Partagez ce récit avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard, jamais trop cassé, jamais trop rejeté pour réussir. Et dites-moi en commentaire, qui est la personne qui a cru en vous quand tout le monde vous avait abandonné? Racontez votre histoire. Ensemble, construisons une communauté qui célèbre le courage, la dignité et le talent au-delà de toutes les apparences. Votre histoire compte. Vous comptez. Ne l'oubliez jamais.